Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Avant d'aborder avec vous votre programme et notamment économique, peut-être une réflexion sur ce renoncement de François Bayrou. Est-ce que ça rebat les cartes de cette élection présidentielle 2017? Ça va en tout cas ouvrir les yeux des Français, parce que les grandes déclarations, on ne fera plus de politique comme avant, viennent de s'effondrer, de part et d'autre d'ailleurs. Évidemment, il y a derrière le ralliement de M. Bayrou une bonne vieille négociation législative, c'est-à-dire que c'est le retour de la vieille politique, des vieilles manœuvres d'appareil. Donc tout cela n'est pas très étonnant. Et c'est vrai que ce qui est décevant, c'est que M. Bayrou, c'est lui qui parlait le mieux de M. Macron, car ce qu'il disait était frappé au coin du bon sens, et notamment lorsque il dénonçait les grands intérêts financiers qui sont les soutiens de M. Macron, qui sont ceux pour lesquels M. Macron se bat et se présente à cette élection présidentielle et qui sont tout à fait, et je reprends ces mots, incompatibles avec l'impartialité exigée par la fonction politique. Voilà donc pour cette réflexion concernant le désistement, pourrait-on dire, le renoncement de François Bayrou. Marine Le Pen, vous étiez ce matin en déplacement au centre pénitentiaire de Meaux, en Seine-et-Marne. Un homme a été remarqué par son absence, votre garde du corps, Thierry Légier. Il a été placé ce matin en garde à vue. Il a été relâché ce soir sans aucune charge. C'est également le cas de votre chef de cabinet. Ils ont donc été entendus dans les locaux de l'Office anticorruption. Votre chef de cabinet, Catherine Griset, a donc été mise en examen pour recel d'abus de confiance ce soir. Il était interrogé ainsi que votre garde du corps dans le cadre de cette enquête sur les emplois supposés fictifs au sein de votre parti. Vous avez longtemps, ici même, dénoncé le caractère politique de l'enquête de l'Office européen antifraude, qu'on appelle l'OLAF. Cette fois, c'est une enquête judiciaire et policière française. Est-ce que vous faites confiance à la justice et à la police française ? Bon, d'abord, permettez-moi de rappeler quand même quelques éléments, parce que je pense que les Français doivent le savoir. Cette enquête a été ouverte il y a 2 ans. C'est quand même assez étonnant que brutalement, 2 mois avant la présidentielle, il y ait cette très forte activité judiciaire. On organise une perquisition dans mes bureaux, qui ont déjà été perquisitionnés, alors que je suis en voyage à l'étranger, ce que chacun sait. Bon. J'apprends ma convocation par un journaliste. Mes assistants sont mis en garde à vue et j'apprends cette garde à vue sur Twitter. Tout ça pour vous dire que... Il n'y a aucune raison que la justice vous tienne informé. Non mais tout ça pour... Non mais peut-être pas non plus les journalistes. Vous voyez, donc il y a là un risque très lourd, on le voit bien, d'instrumentalisation en réalité de la justice. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la sérénité, dans l'impartialité et dans l'indépendance qui est nécessaire à l'administration de la justice. Tout le dit. Voilà. Je conteste formellement les faits, encore une fois, qui nous sont reprochés. Je rappelle que l'OLAF, qui a d'ailleurs transmis il y a 8 mois son rapport au parquet, mais m'a interdit d'y avoir accès, ce qui n'est pas très facile pour préparer sa défense. Vous, quand même, l'admettrez. L'OLAF est une structure de la Commission européenne. Indépendante de la Commission. Oui, dépendante de la Commission européenne. Et je vais vous dire, tellement dépendante que j'en ai apporté la preuve et que j'ai déposé plainte auprès d'un juge belge et l'instruction est ouverte précisément parce que je démontre la collusion qui existe entre l'OLAF et le Parlement européen. Donc, tout cela, en réalité, va suivre son cours, très bien. Mais je pense que donc, oui, pendant le temps de la campagne, eh bien, il faut s'attacher à répondre aux préoccupations de la campagne. La justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Et donc, elle ne doit pas venir perturber pour une enquête qui pourrait très bien se dérouler plus tard, qui aurait d'ailleurs dû se dérouler bien avant la campagne présidentielle, car c'est un moment démocratique fondamental pour notre pays et particulièrement cette campagne présidentielle qui vient. Alors cette semaine, vous avez effectué une visite au Liban, on l'a dit il y a un instant, et pour la première fois, vous avez pu rencontrer un chef d'État en exercice, le président libanais Michel Aoun. Comment expliquez-vous que tant de chefs d'État et de gouvernement ne veuillent pas vous rencontrer, ne veuillent même pas vous serrer la main? Angela Merkel, Theresa May, qui a fait dire par son porte-parole hier que même si vous en faisiez la demande, elle ne vous recevrait pas. Comment se fait-il que vous soyez, à leurs yeux, infréquentable? Bon, d'abord, c'est vrai qu'en règle générale, les dirigeants n'aiment pas trop recevoir les candidats à la présidentielle pendant la campagne présidentielle parce qu'ils considèrent, ils l'ont fait avec M. Macron hier. Parce qu'ils considèrent que c'est une forme d'ingérence.
Madame Theresa May a déjà commis l'erreur et elle ne voulait pas non plus rencontrer Donald Trump avant son élection. Vous voyez, bon, elle n'a peut-être pas assez donné pour sentir ce qui est en train de se passer dans les différents pays qui sont confrontés à des échéances électorales. Mais ce n'est pas un oubli de sa part. Elle motive son refus. Elle dit « Nous avons une longue tradition en Grande-Bretagne de ne pas entretenir de relations avec le Front National ». Ce n'est pas un oubli freudien de sa part. Écoutez, mais c'est son choix. Bon, moyennant quoi elle dit cela, mais elle mène en Grande-Bretagne en grande partie la même politique que celle que je veux mener. Donc c'est assez contradictoire. Elle a mis en place la limitation drastique de l'immigration, ce que pourtant on reprochait précisément au Front National de vouloir faire. Elle a mis en place la relocalisation des entreprises, une forme de protectionnisme intelligent. Elle a permis à la monnaie de son pays de pouvoir retrouver un niveau qui a permis l'explosion des exportations. Et je me permets de rappeler, je saisis l'occasion pour dire que tous ceux qui avaient annoncé, parce que je vois bien là les soi-disant experts, les sachants, les instituts politisés monter au créneau pour nous expliquer que si j'étais élu, ce serait un drame épouvantable, une ruine. On en reparlera dans un instant. Non mais d'accord, mais très honnêtement, les mêmes disaient cela en cas de Brexit, de vote du Brexit. Or, il s'est avéré qu'ils sont venus après le Brexit pour dire on s'est trompé et on s'est lourdement trompé. Le Trésor britannique annonçait que la Grande-Bretagne allait entrer en récession. La Grande-Bretagne a une croissance de 2%, c'est-à-dire le double de celui de la France. Je crois que c'est la meilleure croissance. Bon, d'accord. Pas 2%, c'est 1,9%. D'accord. Le chômage est à moins de 5% en Grande-Bretagne. C'était avant le Brexit. Depuis le Brexit, la livre sterling a perdu 17% de sa valeur. Mais alors C'est juste un constat. Et alors écoutez, l'euro a perdu 25% de sa valeur dans les 2 dernières années. Mais à chaque fois qu'une monnaie baisse ainsi, ce sont les exportations qui explosent. On en reparlera dans un instant, Madame Le Pen. Et c'est donc l'emploi qui revient dans le pays. La Grande-Bretagne, en l'occurrence, tous les voyants sont au vert. Ça veut dire que tous ceux qui avaient annoncé l'apocalypse se sont trompés. Et certains ont même eu la correction, je vais vous dire, et l'honnêteté de l'avouer. On en reparlera dans un instant. Vous dites que les étrangers, lorsqu'ils viennent en France, doivent s'adapter à la culture française. Hier, à Beyrouth, vous avez refusé de rencontrer le moufti de la République parce qu'il vous avait demandé de mettre un voile sur votre tête. Pourquoi ne vous êtes-vous pas plié à cette règle que vous connaissiez, puisque vous aviez été averti avant de cette règle? Oui, vous savez mieux que moi ce qui s'est passé, je vois. Non, j'ai lu le communiqué très précis. Vous avez lu vos confrères. Vous n'étiez pas au courant. La réalité, je vais vous dire, d'abord, moi je ne suis pas venu m'installer au Liban. Je suis venu comme candidate à la présidentielle. Je représentais dans ce voyage une part, et je crois une part importante de la France, puisque je représentais une part importante des Français. J'avais indiqué de la manière la plus claire qui soit la veille aux instances qui sont autour du Grand Moufti que je ne porterai pas le voile. Ils n'ont pas annulé le rendez-vous. J'en ai donc conclu que je pouvais le rencontrer, non pas dans la mosquée, contrairement à ce que vous avez dit, mais dans son bureau, sans être voilé. Et je le croyais d'autant plus qu'il y a quelques mois, j'ai rencontré la plus haute autorité du monde sunnite, le cheikh d'Al-Azhar, et qu'il ne m'a pas demandé d'être voilé. Alors oui, lorsque on m'a mis devant le fait accompli, en tout cas on a essayé de me mettre devant le fait accompli le matin même, eh bien j'ai tourné les talons et j'ai dit non, je ne me voilerai pas. Alors Marine Le Pen, vous avez publié il y a quelques jours cet opuscule, 144 engagements présidentiels, une grande partie est consacrée à l'économie. Ce programme de gouvernement, comme celui des autres candidats à la présidentielle, a été examiné par des économistes, par des experts. Bonsoir François-Xavier Pietri. L'Institut Montaigne a évalué les conséquences d'une sortie de la France de l'euro, une mesure envisagée, on va le voir, dans le programme de Marine Le Pen. Alors il y a évidemment des avantages et des inconvénients. Le premier avantage d'une sortie de l'euro, a priori, c'est le retour à l'indépendance monétaire. La Banque de France va pouvoir à nouveau battre monnaie. Je rappelle que la Grande-Bretagne n'a pas changé de monnaie. Deuxième avantage, avec le retour au franc, il va falloir s'attendre à une dévaluation, ce qui va évidemment provoquer une hausse des exportations pour les entreprises. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises. Ces avantages, ils risquent en revanche de nous coûter cher, si je puis dire, avec des effets en cascade. D'abord, premier effet, la hausse des prix sur tous les produits importés que nous consommons tous les jours, le café, les vêtements, le téléphone portable, tout cela va coûter plus cher. L'Institut Montaigne estime cette charge, si je puis dire, à 2 000 € par an.
On attend aussi une hausse des taux d'intérêt, qui a un impact sur l'immobilier, un pouvoir d'achat qui, lui, sera en baisse, puisque avec la hausse des crédits immobiliers notamment, ça va pénaliser le pouvoir d'achat, une assurance vie libellée en euros. Normalement, ça devrait baisser également. Et puis, une baisse des investissements, puisque les entreprises, elles, vont avoir moins d'argent. Alors, l'Institut Montaigne estime l'impact de la sortie de l'euro à 2,3% du PIB. Je rappelle juste, Gilles, que ça représente 50 milliards d'euros. Regardons à présent le reste du programme du Front National. Non, parce que moi, j'aimerais bien répondre à ça, pardon. Ben, je vous en prie. Non, parce que ce qui est dommage, monsieur l'expert, c'est que vous ne nous disiez pas ce qu'est l'Institut Montaigne. Vous savez... on disait au moment de mai 68, dis-moi d'où tu parles. Bon, parce que l'Institut Montaigne, c'est un institut qui en 2012 faisait des publicités diffusées sur une autre chaîne qui ont été supprimées par le CSA parce qu'elles faisaient l'apologie en boucle des propositions de Nicolas Sarkozy. Il a été présidé, cet institut, tiens, comme par hasard, jusqu'en janvier 2017 par Henri de Castres. Vous savez, l'ancien patron d'AXA, celui que M. Fillon veut transformer en ministre de l'économie, et celui qui a été à l'origine, précisément, du projet de M. Fillon de destruction et de privatisation de la sécurité sociale. Et qui fut accessoirement, pardonnez-moi Madame Le Pen, qui fut accessoirement un patron ayant beaucoup de succès à la tête d'une très grande entreprise française. Ce qui ne le disqualifie pas a priori. Et quant à Laurent Bigorne, son directeur, lui c'est un proche de Macron. Je crois même que En Marche était domicilié chez le directeur de l'Institut Montaigne. Alors moi je dis aux Français, vous allez vivre ça pendant 2 mois. Pendant 2 mois, tous ceux qui ont quelque chose à perdre dans cette élection, c'est-à-dire les grandes puissances financières, les grands groupes de médias qui ont été avantagés par M. Macron, par exemple. C'est le cas de M. Drahi, qui a pu acheter SFR grâce à M. Macron, parce que M. Montebourg s'y était opposé. Voilà. Vous allez entendre des choses aussi délirantes que ce qu'on peut voir là. Alors... le retour à une monnaie nationale, c'est d'abord une liberté politique. Parce que moi, je ne veux pas que demain, on me dise « Madame la Présidente de la République, vous ne pouvez pas sortir de Schengen parce que l'Union européenne vous interdit de le faire. Et si vous le faites, eh bien, nous userons précisément de l'euro pour vous empêcher de le faire. » C'est une liberté économique. Parce qu'avec une autre monnaie, on va pouvoir mettre en place d'abord un patriotisme économique, un protectionnisme intelligent. On va pouvoir, vous l'avez dit, relancer les exportations, donc recréer de l'emploi dans notre pays. Et nous allons aussi, contrairement à ce qui est dit, sauver le pouvoir d'achat. Parce que ce que ne nous dit pas l'expert, c'est combien ça coûte le sauvetage de l'euro. Combien ça a coûté aux Français? 68 milliards, me semble-t-il, le sauvetage de la Grèce. Et nous avons encore des engagements, nous sommes cautions sur des centaines de milliards. Donc tout cela, je crois qu'il faut que les Français le sachent, mais c'est vrai que l'euro, c'est la monnaie des banquiers, et qu'ils ont fait beaucoup de bénéfices avec lui, mais ça n'est pas la monnaie du peuple, car le peuple, lui, a vécu la baisse de son pouvoir d'achat et surtout ce chômage épouvantable de masse qui aujourd'hui frappe notre pays. Et donc vous dites, moi, Présidente, je sors de l'euro. Moi, je dis, je vais vous rendre à vous, peuple français. Vous ne le dites jamais très franchement. Je vais vous rendre à vous, peuple français, votre monnaie, car il n'y a pas de pays libre qui ne maîtrise sa monnaie. Vos frontières, car il n'y a pas de pays libre qui ne maîtrise ses frontières. Je vais vous rendre l'autorité des lois votées par vos représentants, parce que les directives européennes ne peuvent pas avoir une autorité supérieure à notre loi. Et je vais vous rendre la liberté économique, c'est-à-dire le moyen de mettre en place des aides aux TPE-PME. Parce qu'aujourd'hui, c'est interdit, etc., etc. Une dernière question très précise et très pratique, vous l'évoquiez il y a une seconde, sur les PME. Vous promettez dans votre programme le maintien des 35 heures, la majoration des heures supplémentaires, le retour de la retraite à 60 ans, la hausse de tous les bas salaires de 80 € par mois, et vous dites aux artisans, aux patrons de PME, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être difficile, ça ne sera pas douloureux, tout va bien se passer. Ah non, mais je vais leur dire beaucoup mieux que ça. Et toutes ces mesures-là ne vont pas peser sur les PME et les artisans. Mais pas du tout. Les TPE et les PME, ce sont précisément ceux qui vont bénéficier du projet que je porte. Et je vais même vous dire, j'assume le choix de faire d'eux des privilégiés dans mon projet. Jusqu'à présent, ce sont les grands groupes qui ont bénéficié de toute une série d'aides, et notamment le CICE d'ailleurs. Eh bien moi, je dis aux TPE et PME, c'est à vous que je vais m'intéresser. C'est vous
qui allaient bénéficier des baisses de charges et notamment des 50 milliards, sans d'ailleurs coûts supplémentaires, car ça existe déjà, sauf que je vais les réorienter vers les TPE-PME. C'est vous qui allez bénéficier de la baisse et du taux intermédiaire de l'impôt sur les sociétés. Voilà, c'est vous qui bénéficierez de la disparition de cette bureaucratie absolument incroyable qui fait que vous n'y arrivez plus. Vous, indépendants, je vais supprimer le RSI pour vous permettre d'avoir une protection qui ne vous étouffe pas. Voilà ce que je vais faire. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions, notamment en matière économique.